Bien, mes chers collègues, on, on va peut-être prendre place. Je pense que le quorum est atteint et que nous pouvons donc commencer nos travaux. Oui. Bien, nous avons un certain nombre de nos collègues qui sont absents. Je vais vous faire lecture des pouvoirs que nous avons reçus. Donc, pouvoir de Delphine Namis-Fricourt à Philippe Casier, Claude Hertaud à Laurent Saumon, Didier Potel à José Sueur, Françoise Ragnaud à Jocelyne Martin, Marilyn Ducrot à Emmanuel Noiret, Marc De Waal à Isabelle de Vazier, Virginie Caron-de-Croix à Franck Beauvarlet, et enfin Patricia Vibo à Alex Biafel. Voilà. Vous n'avez pas connaissance d'autres pouvoirs? Non. C'est très bien. Est-ce qu'il y a des remarques particulières concernant le PV de la réunion du 16 novembre? Oui. Bonjour, je trouve que pour nous, c'est un peu léger ce qui est marqué. Ok. Je croyais qu'en annexe, il y avait l'ensemble des prises de parole, donc je suis juste surpris que on n'ait pas mis... on a mis l'intervention in extenso de Mme Vibo. Bon. Il fallait certainement en mettre encore plus. J'ai un peu de mal à comprendre, mais c'est pas grave. Donc 2 abstentions. D'autres remarques particulières? Tout le monde avait son intervention, je pense, en annexe, hein, donc il n'y a pas eu de traitement particulier, mais peut-être que pendant le DOB, d'autres interventions auraient peut-être pu être reprises, mais on n'a pas l'habitude de faire, de toute façon, je pense, des comptes rendus comme ça, au mot à mot, de l'ensemble des interventions des uns et des autres, mais j'entends et je prends acte. D'autres remarques? Non. Des voix contre? D'autres abstentions? Non, je vous remercie. Quelques mots, même si cette mini-session est effectivement un peu particulière, puisque nous avons surtout une commission permanente, mais compte tenu de l'actualité, et en particulier du décès du président Giscard d'Estaing, je vais vous dire quelques mots, avant de remercier bien sûr la région qui nous met à disposition de nouveau ces locaux et qui nous permet d'organiser nos travaux dans de meilleures conditions depuis le mois de juin. Je peux d'ores et déjà d'ailleurs vous annoncer que nous nous retrouverons dans cette salle même normalement pour les débats du budget primitif entre le 11 et le 15 janvier. Je ne sais pas si vous avez bien noté la période qui avait été imaginée. J'ai d'autres pouvoirs qui m'arrivent. Nathalie Temerman à Zora d'Arras, Pascal Denef à Jean-Louis Piot, Catherine Quignon à Catherine Benedini, Bernard Daven à Francis Lec et Philippe Varlet à Séverine Mordac. Séverine Mordac que je n'ai pas vu, si elle n'est pas, et que je dois rappeler parce que c'est vrai qu'elle m'avait laissé un message, je viens de penser que je ne t'avais pas rappelé. Désolé. Donc avant d'étudier donc, les dossiers qui concernent notre session, permettez-moi donc de prononcer quelques mots d'hommage au président Valéry Giscard d'Estaing qui nous a quittés le 2 décembre dernier. Au-delà de l'hommage dû par la nation au 3e président de la 5e République, je souhaite souligner ce que Valéry Giscard d'Estaing a apporté à notre pays, la modernité de ses valeurs et de la vision qu'il portait. Son septennat date d'il y a déjà 40 ans, un septennat débuté du temps du président Gerald Ford et du chancelier Helmut Schmidt, qui a vu naître le Minitel et l'ordinateur personnel, une époque qui peut sembler lointaine, voire archaïque aux plus jeunes d'entre nous. Pourtant, la vision portée par le président Giscard d'Estaing est plus que jamais d'actualité. Européen convaincu, visionnaire, il a parmi les premiers compris que la puissance de la France passerait par une coopération européenne resserrée sur le plan économique. Alors que nous traversons aujourd'hui la pire crise depuis l'après-guerre, nous savons que nous devons notre solidité économique aux mécanismes de protection et de solidarité dont Valéry Giscard d'Estaing avait largement contribué à poser les bases.
Il avait chevillé au corps le souhait d'une France qui avance, qui se modernise, qui se transforme sans cesse, car il savait qu'être immobile, c'était déjà être en retard. Sur ce point également, soyons dignes de son héritage. Rappelons-nous que le courage et la détermination de mener des réformes rapides et ambitieuses sont la clé de la prospérité de demain. Sur les questions de société, également, nous avons le devoir de nous souvenir des causes qu'il a portées de manière pionnière et courageuse. La jeunesse et les droits des femmes ont connu des avancées majeures et inédites grâce à son impulsion. C'était il y a plus de 40 ans, mais tant reste à faire. Nous devons poursuivre sans relâche ce mouvement vers l'égalité, la reconnaissance des droits fondamentaux et des libertés dont il a été l'instigateur et l'accélérateur. Enfin, je souhaite souligner la vision politique qui était la sienne, qui m'a forgé, dans laquelle je me reconnais particulièrement et que je porte aujourd'hui, celle de se situer au-delà des clivages politiciens et au-dessus des dogmes, cette volonté d'embrasser tous les sujets que l'histoire retiendra à travers la formule parfois caricaturée de ne laisser personne s'arroger le monopole du cœur. J'en garde l'idéal de rassembler 2 Français sur 3 et de se positionner comme défenseur des valeurs universelles. Cette vision et ces valeurs, je souhaite les porter chaque seconde au sein de notre Assemblée. Mesdames, Messieurs, en hommage au président Valéry Giscard d'Estaing, je vous invite à observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Alors, j'ai à vous informer que par courrier reçu le 30 novembre dernier, M. Chédron m'a fait part de sa démission du conseil départemental. Et donc, je voudrais rappeler quelques mots, peut-être avant de laisser la parole au président Lec, qui m'avait demandé tout à l'heure en conférence des présidents, notamment de prendre la parole, mais s'il y en a d'autres qui ont bien connu Claude, ils sont bien sûr tout à fait susceptibles de s'exprimer. Il a fait ses premiers pas au Conseil général en 1994, dans le canton 1 Ouest. Il avait à cœur les interventions sanitaires et sociales, et plus particulièrement le logement. Il fut d'ailleurs président de l'Office public de l'habitat en Somme. Depuis 2015, il siégeait en 4e commission. Et donc, je voulais, en votre nom, à toutes et à tous, lui adresser mes plus chaleureux remerciements pour le dévouement qu'il a déployé dans cette assemblée, mais surtout lui souhaiter, bien sûr, de combattre la maladie avec efficacité et courage. Son départ est bien sûr lié à son état de santé, et on est bien sûr à ses côtés et des siens dans ces moments. J'aurais aussi installé par la même occasion, et vous l'aviez vu dans les rapports de la session, son successeur, Cédric Mess, qui n'est pas là ce matin encore, mais qui devrait nous rejoindre normalement au moment de la commission permanente, puisqu'il était indisponible à 10 heures, retenu par un autre engagement dont il ne pouvait se démettre. Président Lex, si vous avez quelques mots à nous dire sur Claude Chédron. Merci, Président. Je voudrais effectivement dire quelques mots sur Claude, cet Amiénois, conseiller départemental, pour lui rendre aussi, comme vous venez de le faire, Président, un hommage à ce militant et à cet élu que je considère comme tout à fait exceptionnel. Claude, la première pensée que nous avons pour lui est de lui souhaiter, dans ce combat qu'il mène contre la maladie, et bien de réussir à être là encore un vainqueur.
c'est vrai qu'il est encore permanent dans toutes ses activités, et on sait qu'au sein du conseil départemental, il constituait, à lui tout seul d'ailleurs, un 5e groupe de l'opposition, ce qui est assez original, mais ce qui, à mon avis, fait preuve aussi de ce qu'il s'agissait d'un élu qui avait de fortes convictions, qui a de fortes convictions, qui a une fidélité indiscutable à ses idéaux, qui a aussi, vous avez remarqué peut-être, Président, mais je crois que le président Saumon l'a aussi apprécié à cet égard, il a une capacité très diplomatique pour faire passer un certain nombre de ces dossiers délicats, difficiles. Il sait dialoguer à cet égard, et c'est à mon avis quelque chose d'intéressant pour la population. C'est également, en toute autre cause, un militant que j'ai fréquenté pendant des dizaines d'années sur Étouville. Quand on voit Claude Chédron, on le voit avec un paquet de tracts. C'est ça aussi, Claude. Un paquet de tracts qu'il n'arrête pas de distribuer. Et puis, de l'autre main, il a un trousseau de clés. Et le trousseau de clés, c'est pour rentrer dans tous les immeubles. Car là aussi, en ville, ça n'est pas simple de rentrer dans les immeubles pour avoir un contact avec les locataires. Eh bien, c'est ça, à mon avis, pour moi, l'image de Claude, le militant. Alors, c'est également quelqu'un qui m'a beaucoup embêté. Il était, jusqu'à ces derniers temps, président de la plus grosse association de locataires d'Étouville. Et ça, à Étouville, l'association des locataires, c'est quelque chose de très important. Et quand j'ai occupé pendant 6 ans les fonctions de vice-président chargé de la politique de la ville à Amiens, j'avais évidemment affaire à lui, à Étouville. Et je le dis en matière de politique de la ville pour nos collègues, il est l'image même de ces associations avec lesquelles on doit travailler. Elles nous enquiquinent, elles contestent, mais elles proposent, elles construisent. Elles sont là présentes, et je dirais que Claude Chédron, avec son association, a contribué à faire le progrès en matière de politique de la ville sur l'ensemble d'Étouville. Voilà ce que je voulais sommairement vous dire, parce que pour moi, c'est un militant, un élu, qui, en son sens, est assez irremplaçable. Merci. Bien, on pourra tous, bien sûr, s'associer à ce que le président Lec vient de nous dire concernant la personnalité de Claude Chédron. J'ai donc formellement un secrétaire de séance, mais qui vient d'arriver, donc c'est formidable. Si vous êtes d'accord, Margot Delettré pourrait être celle-ci. Olivier Jardet, d'ailleurs, lui donne pouvoir. Vous êtes renseigné au fil de l'eau des pouvoirs qui tombent. Je vous propose de passer les rapports de la session. Nous avons tout d'abord un amendement au rapport 2158, mesures de gestion applicables au 1er janvier 2021. Alors, j'ai à vous préciser les choses suivantes. Je ne doute pas que la commission 6 a dû examiner bien sûr cet amendement. Donc il vous est proposé à travers cet amendement de compléter le dispositif du plan de relance post-Covid-19 en intégrant, outre la perte de chiffre d'affaires d'avril 2020, celle entre le mois de novembre et décembre 2020 et de permettre le dépôt des dossiers jusqu'au 31 décembre 2021. Il y a aussi, vous également proposé de fixer à 2 sur la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021, le nombre d'aides à caractère social pouvant être accordées aux bénéficiaires. De plus, le plan de relance prévoyait une mesure d'aide spécifique pour les restaurants. Toutefois, au regard de la fermeture administrative depuis le 30 octobre dernier, il vous est proposé d'élargir ce dispositif d'aide exceptionnelle à caractère social en faveur des entrepreneurs samariens aux dits restaurateurs. Voilà, donc ça c'est l'amendement au rapport tel qu'il vous avait été adressé. Y a-t-il des problèmes par rapport à cet amendement? Ce qui se passerait au rapport lui-même. Pas de prise de parole particulière, pas de voix contre ou d'abstention. Je vous remercie. Nous avons ensuite
rapport en tant que tel, et je vais laisser la parole à Christelle Hiver, qui va pouvoir nous rapporter la décision notamment de la commission UD qui a examiné le rapport. Merci Président, chers collègues. Donc, dans ce rapport, nous avons 5 points. Le premier, donc le Président a déjà évoqué l'additif qui correspondait à la prolongation de dispositifs pris dans le cadre du plan de relance post-Covid 2019. Donc nous avons 4 dispositifs qui sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2021, à savoir celui sur les aides financières individuelles, celui pour le logement, celui en faveur des entrepreneurs samariens et puis celui en faveur des 1000 acteurs du tourisme. Le deuxième point porte sur l'aide à l'acquisition d'ordinateurs pour nos collégiens, donc dispositif qui est étendu à l'ensemble des niveaux en collège, de la 6e à la 3e. Nous avons ensuite l'adhésion au CNAS, le Comité national d'action sociale. Donc, c'est à ce comité que nous allons confier l'aide sociale, l'action sociale en faveur de nos agents. Donc, ça représente pour la collectivité un budget de plus de 600 000 € et une adhésion par agent de 212 € qui est pris en charge à 100% par la collectivité, bien entendu. Nous avons, en complément du CNAS, quelques actions sociales qui vont être maintenues en parallèle. Le quatrième point porte sur le temps de travail des agents qui sont affectés à la gestion de l'écluse de Saint-Valery-sur-Somme, sur des fonctions d'éclusier barragiste, puisque dans le cadre de la continuité piscicole, les agents qui sont affectés dans cette activité ont des horaires de travail assez complexes, donc avec un travail de nuit, les jours fériés et parfois une périodicité assez soutenue. Donc le présent rapport propose de fixer la durée annuelle de ces agents à 1527 heures, de définir un cycle de référence annuel de travail donc sur une année, et puis d'établir leur calendrier en fonction des horaires de marée, évidemment, et puis de leur affecter donc l'indemnité de suggestion horaire qui va compenser donc la pénibilité du travail. Et le dernier point porte sur la modification de la clé de répartition du taux de la taxe d'aménagement. Donc pour mémoire, cette taxe d'aménagement qui a été instaurée en 2012 comprend deux parties. Une partie qui est versée pour les espaces naturels et sensibles et une autre partie pour le CAUE. Donc la délibération que nous avions prise en 2017 fixait les taux suivants, donc 1,98 pour les ENS et 0,32 pour le CAUE. Or, le CAUE a bénéficié de taxes d'aménagement assez importantes sur les 2 dernières années. Nous avons également un CAUE qui a rétabli sa bonne santé financière grâce à un plan d'économie de fonctionnement, et ce n'est pas le président du CAUE ici présent qui dira le contraire, ni le trésorier. Donc, à la faveur de ces 2 éléments, il est proposé de réduire de moitié pour l'année 2021 le pourcentage affecté au CAUE, pourcentage donc, de la taxe d'aménagement, donc de passer de 0,32 à 0,16 pour le CAUE, à la faveur des espaces naturels et sensibles qui percevront 2,14%. Voilà, Président, l'objet de ce rapport qui a fait l'objet donc en commission 1 de 4 votes pour, l'amendement on l'a fait, c'est vrai, excusez-moi, et donc 4 votes pour en commission 1, avec la précision que M. Stotter n'a pas pris part au vote pour la partie CAUE puisqu'il en est le trésorier. Bien, voyant arriver Jean-Jacques, j'allais annoncer le pouvoir qu'il avait donné à Mme Demerman, donc ça n'est plus utile, mais puisqu'il est arrivé à 10h33 parmi nous, donc je retire. Enfin, on sait que jusqu'à 10h33, il était représenté par Mme Demerman, si vous êtes d'accord. Je vous rappelle uniquement aussi une chose, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait en introduction, mais j'aurais pu le faire. C'est quand vous prenez la parole, si vous prenez la parole, et faites attention au port du masque, et même pendant vos prises de parole, vous êtes censé, et je vous invite à le faire, rester masqué et pour protéger les autres et vous-même, par la même occasion. Monsieur Sauter.
Oui, Président, mon arrivée à 10h33 était due au fait que nous étions en CDCI et que la sous-préfète nous a lâchés à 10h27, donc le délai de route de 6 minutes. Voilà. Pour revenir au rapport qui est soumis à notre délibération, le groupe Somme à gauche prendra part positivement à ce rapport concernant des mesures de gestion applicables et après avoir posé plusieurs questions en première commission auxquelles Madame la Présidente a bien voulu donner réponse, notamment sur le CNAS ou sur les horaires des personnels employés à Saint-Valery-sur-Somme, commune ô combien importante, vous l'imaginez. C'est bien, Monsieur Sauter, j'aime quand vous parlez comme ça du matin. Je t'en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Donc nous approuvons ce rapport également, notamment parce que nous nous félicitons que le nouveau président ait entendu la voix des écologistes et retenu notre proposition d'utiliser la taxe d'aménagement pour la protection des espaces naturels sensibles. Merci. Monsieur Casier qui voulait prendre la parole déjà aussi. Et après, il y aura Monsieur de Genlis. Oui, Monsieur le Président, je vais faire court. Je vais ne pas faire, on vous l'avait bien dit, et vous n'allez pas me répondre. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ce débat, notamment ce qui était de l'aide à nos collégiens pour les ordinateurs, était mal calibré. Mais je pense que ça pose un souci de méthode. Ce sont des propositions qui nous arrivent directement en commission 2 ou 3 jours avant la session et nous n'avons pas le temps en tout cas de discuter et de se mettre en commun nos potentialités pour élaborer ce genre de choses. Or, je ne sais pas comment elle naît. Est-ce que c'est les services qui proposent? Est-ce que c'est les élus qui demandent aux services de calculer une proposition qu'ils leur font? Mais il suffisait simplement de demander tout simplement aux salariés du département, à toutes ces assistantes sociales dans les territoires, pour montrer qu'une mesure comme celle-ci, pour des étudiants, pour des collégiens boursiers, des familles boursières, c'est-à-dire qui gagnent un très très faible revenu, ont de la difficulté à avancer 200 € pour acheter un ordinateur, même si elles se font rembourser 15 jours ou un mois après. Et donc, il est souvent utile, quand on élabore des propositions, de pouvoir les confronter avant leur adoption au terrain et notamment à l'ensemble des salariés qui, tous les jours, œuvrent pour nos concitoyens. Donc voilà, je pense que c'est une réflexion à avoir pour l'avenir et pour la construction d'autres dispositifs, d'ambitieux dispositifs, je l'espère, et en tout cas, votre opposition est prête à y participer, et participer non pas simplement dans une réactivité, mais bien à leur élaboration. Et donc, juste une explication de vote, notre groupe avait voté contre le plan de relance parce qu'il le pense mal adapté et mal calibré. Pour autant, nous considérons que ces mesures que vous nous proposez aujourd'hui vont dans le bon sens, et donc le groupe Génération votera pour ce rapport. Juste pour rebondir sur ce que disait notre collègue avant de laisser la parole à Hubert de Genlis, le rapport d'aujourd'hui, c'est bien un ajustement technique par rapport à ce qui va pouvoir éventuellement être proposé dans le cadre du budget primitif. Et d'ailleurs, même sur les collèges, et à la suite de votre proposition pendant la cellule de suivi du Covid, mais aussi des mesures du plan de relance, j'ai accepté l'idée qu'on discute du chéquier collégien qui, vous le verrez, tout de même est d'une ambition tout autre encore, et qui, j'espère, pourra satisfaire votre soif de participation et de construction en commun. En tout cas, c'est l'esprit qui m'anime au quotidien, et c'est bien dans cet esprit que nous allons travailler sur ce sujet bientôt. À l'évidence,
l'ajustement technique qui est proposé aujourd'hui était de bon sens et il fallait bien sûr le proposer à l'Assemblée. Hubert de Genlis. Oui, je vais moi revenir à ce qui est affiché là à l'écran et je suis un peu surpris du propos de Madame Leprel qui dit que a priori le président et sa majorité auraient entendu des considérations environnementales. Je vais d'abord 2 points. Ça ne vous aura pas échappé que depuis 2012, il y a une taxe d'aménagement qui est commune, mais il faut juste ne pas oublier qu'auparavant, il y avait une TD-CAUE, une TACAUE et une TAENS, c'est-à-dire que c'était 2 taxes différentes, 2 taxes départementales qui ont fusionné dans une seule qui s'appelle la taxe d'aménagement. Et en 2017, et sauf erreur, c'était la même majorité que celle d'aujourd'hui, a voté une clé de répartition que vous pouvez voir qui était de 1,98 pour les ENS et 0,32 pour le CAUE, soit 86% pour les ENS et 14% pour le CAUE. Et je tiens quand même à préciser à Mme Leprel, je ne sais pas si vous avez compris ce que veut dire CAUE. Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement. Environnement. Donc si vous voulez, le CAUE n'est pas l'ennemi de vos idées politiques. Et on est là aussi pour œuvrer dans le développement durable. Et le rapport qui vous est proposé aujourd'hui est juste de modifier pour l'année 2021 la clé de répartition en fonction des arguments qui vous ont été présentés. Alors oui, certes, le CAUE est bien géré depuis quelques années, et c'est pas dû uniquement au fait de son président, mais c'est aussi du fait du conseil d'administration qui suit et qui propose toujours des bonnes résolutions. Et je n'oublierai pas non plus le personnel du CAUE, qui a fait de gros efforts depuis 2015 pour remettre un peu le CAUE dans la bonne voie. Ça nous permet aujourd'hui de faire un effort, parce que quand on divise par 2 le taux d'affectation, vous comprenez bien que c'est pas sans douleur. On le fait, tout le monde a accepté de le faire, le conseil d'administration a accepté de le faire. Maintenant, ne vous réjouissez pas trop vite et ne soyez pas malveillante envers le CAUE. Le CAUE, venez nous voir et vous verrez à quoi on sert, plutôt que de vous arrêter sur des chiffres, sur des taux, en disant super, vous nous avez entendu, grâce à nous, les ENS vont avoir plus d'argent. Enfin, c'est franchement, ces propos-là, excusez-moi, mais c'est totalement déplacé. C'est sectaire, c'est idéologique. Mais non, mais enfin, au bout d'un moment, regardez les chiffres, Madame Leprel, regardez les chiffres. Quand vous avez 86% qui sont fléchés par les ENS, c'est notre majorité qui l'a décidé, ça c'est pas vous. Donc ne dites pas qu'on est complètement aveugle sur les ENS. Et quand on fait un effort cette année exceptionnel, ça reste exceptionnel. Et on le fait, on est ravis de le faire, mais on ne vous a pas attendu pour agir pour l'environnement. Merci, je vois que Hubert est en forme, mais au-delà de ça, il a tout de même repassé le message au président du département à la même occasion, que c'était bien exceptionnel et conjoncturel. J'entends régulièrement le puissant vice-président, président du CAUE, me rappeler toujours ces choses-là. Il y avait le sénateur Saumon, je crois, qui voulait prendre la parole. Oui, juste rappeler à Madame Leprel, et Hubert de Genlis a très bien répondu, que si, comme l'a rappelé le président tout à l'heure, la gauche n'a pas le monopole du cœur, les Verts n'ont pas le monopole de l'écologie et de la défense de l'environnement. Et j'en veux pour preuve que cette majorité, depuis un certain nombre d'années, notamment dans les aides à l'agriculture biologique, dans les aides à la plantation des haies récemment, montre son intérêt et au-delà, à travers l'augmentation des crédits qui vont être alloués pour l'acquisition d'espaces naturels sensibles et leur ouverture au public, pour l'enseignement de l'écologie. Ce n'est pas, je dirais, tout récent, c'est depuis 5 ans que nous essayons de bâtir cette politique. Et donc, je voulais le rappeler à Madame Leprel, vous n'avez pas le monopole de l'écologie. Bien, si Madame Leprel. Bon, comme je suis mise en cause, juste un mot, je voulais me féliciter de cette nouvelle proposition, puisque c'est nous, je voulais rappeler quand même que c'était nous qui l'avions proposé, d'utiliser vraiment la taxe d'aménagement pour la protection des ENS. Je voulais juste dire ça, souligner qu'il y a un changement aussi au niveau de la présidence. Donc effectivement, ça peut-être que ça ne ravit pas tout le monde, mais voilà. En tous les cas, nous, on s'en félicite.
Bien. S'il n'y a plus de prise de parole, Landy Denis. Oui, je voulais juste rappeler à M. Saumon que quand même, à chacun de nos discours, c'est nous qui rappelons qu'il y a une crise du changement climatique, qu'il y a un besoin de diminution des effets de gaz à effet de serre, qu'il y a besoin de protéger la biodiversité, etc. Donc quand même, on remet à chaque fois une louche tous les trimestres, quoi. Monsieur de Cailleux. Non, je voudrais juste rappeler à Mme Denis qu'on n'a pas besoin. Jacques Chirac, on s'entend, l'avait dit, la maison brûle. Aujourd'hui, on est assez convaincu de la situation. Maintenant, ce qui est plus important, c'est pas de faire le diagnostic ensemble. On l'a fait, le diagnostic. On le partage avec vous, le diagnostic. Maintenant, il faut trouver des solutions, effectivement. On est tous face à ce problème de réchauffement climatique dans l'ensemble des domaines de compétences, que ce soit dans le logement, que ce soit dans les problèmes agricoles, dans les problèmes industriels aussi. Ce sont aujourd'hui des contraintes que nous devons intégrer. Donc c'est pas un devoir, c'est que nous devons anticiper ce que va être le monde de demain. Donc c'est pas la peine de nous faire un procès à chaque fois qu'il y a un problème climatique en disant c'est de votre faute et que ce serait la majorité qui n'aurait pas fait son boulot, voilà, et que dès qu'on prend une mesure qui va dans votre sens, c'est vous qui l'avez initialisée. Non, on a aussi cette conscience, madame, du problème climatique et on n'a pas besoin qu'on nous le rappelle tous les jours. Voilà, c'est important quand même de le souligner, parce que j'en ai un peu marre que dès qu'on va dans une assemblée, on nous monte du doigt en disant « Ah ouais, mais nous, on s'occupe de l'environnement. » Tout le monde s'occupe de l'environnement à tous les niveaux, dans les domaines les plus variés. Je finis dans les domaines les plus variés et on n'a pas besoin de nous mettre mauvaise conscience. Donc c'est bien aussi de le rappeler. Et le président Jean-Lys, à côté de moi, avait bien raison de souligner ce propos. Bon, mes chers collègues, heureusement que j'avais dit que c'était une session technique. Je vois que vous tombez rapidement dans des travers. Il y a M. Casier pour clore, Oui, j'espère, ce débat. Très rapidement, ne lancez pas les mais, choses, M. Casier, de grâce. Vous savez que c'est peut-être parce que la session est très courte et qu'on veut en profiter un petit peu avant la fin de l'année. Mais juste quelques précisions. D'abord, nous n'avons pas, nous, simplement un intérêt pour l'écologie, M. Saumon. Nous pensons que les questions environnementales doivent aujourd'hui piloter l'ensemble de nos politiques, être au cœur de l'ensemble des politiques. Ce n'est pas simplement avoir un intérêt de temps en temps, quelques mesures que l'on prend ici pour faire écologie, mais bien que l'écologie doit pénétrer dans l'ensemble des politiques publiques de ce pays et de ses collectivités. La deuxième chose, et celle que vous posez, l'écologie est-elle de droite, de gauche, ou ni de droite ni de gauche? Moi, je pense qu'il y a un lien entre la préservation de l'environnement et les modes de production que nous mettons en place. Quand à chaque fois, parce qu'il faut défendre telle ou telle corporation ou tel type d'emploi, vous mettez à bas les questions écologiques, oui, il y a une différence. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, et c'est le président Chirac qui l'a dit, monsieur Le Cailleux, la maison brûle. Et bien, quand la maison brûle, on éteint d'abord l'incendie. Et c'est la priorité des priorités. Bien, comme maintenant on a rappelé tous les grands auteurs, je pense qu'on va pouvoir peut-être passer au vote, mes chers collègues, puisque je pense que tout a été dit pour ce rapport technique qui permettait de se préparer dans les meilleures conditions possibles, j'espère, à 2021. Est-ce qu'il y a des voix contre l'adoption du rapport amendé, tel qu'il a été présenté? Des abstentions? Oui, il y avait une personne qui prenait pas part au vote, mais enfin, c'est peut-être la même chose aussi pour Hubert, Jean-Lys, compte tenu des liens avec le CAU. Nous avons en ultime rapport l'élection d'un membre du conseil départemental à la commission permanente, puisque nous sommes amenés à modifier celle-ci. La composition de la commission permanente, vous le savez, est déterminée par l'article L 3122.5 du Code général des collectivités territoriales. Les membres de la commission permanente, autres que le président, sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, même incomplète.
Cette liste doit être paritaire et composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes doivent être déposées auprès de moi-même dans l'heure qui va suivre la suspension de la séance. La commission permanente étant composée de tous les membres du conseil départemental, c'est ce qui est pratiqué dans notre maison depuis un certain nombre d'années. C'est véritablement de la vraie sobriété énergétique, tout confondu. Métaux lourds, transport, métaux, chimie. Et nous savons tous très bien qu'il y a d'autres alternatives, on n'a pas évoqué le sujet aujourd'hui, qui sont beaucoup plus sobres énergétiquement quand on fait le bilan carbone de ces énergies produites. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, et féliciter encore une fois les intervenants pour leur présentation qui était tout à fait remarquable. Merci, Monsieur le Sénateur. Je vais donc reprendre la session avec un peu de retard. Remercier celles et ceux qui sont... Il y a une revue de presse qui vous attend à la sortie. C'est ce que m'avait dit de... voilà, Monsieur le Président devait vous le dire. Je le dis. Donc vous pourrez sortir avec des informations qui ont été véhiculées dans la presse et qui vont vous présenter, je suppose, le projet tel qu'il a été exposé aujourd'hui. Et le PowerPoint, je suppose que les services vous le feront parvenir aussi, s'il n'a pas encore été adressé. En tout cas, il le sera bientôt. Merci infiniment, Monsieur le Président, et messieurs qui l'accompagnaient pour l'occasion. Écoutez, non, c'est nous qui vous remercions de nous avoir écoutés aussi longuement. Et puis voilà, vous avez compris, c'est un véritable projet de territoire et que, effectivement, l'environnement, l'écologie, doit être pour nous un véritable levier de développement économique. Voilà, je pense que c'est important de le dire et de l'affirmer. Merci beaucoup. La session avait été suspendue, elle est reprise. Y a-t-il le quorum? Je pense. À vue d'œil comme ça, il n'y a pas de problème de quorum en tout cas. Il y a peut-être des absents, on voit, mais il y a le quorum. Je constate avoir reçu qu'une seule liste qui a été déposée, qui permet en tout cas de préciser les différents sièges de la commission permanente. Ils sont ainsi pourvus immédiatement dans la liste dont je vous donne lecture. Merci, mesdames de lettrés. Et Olville-Villa, si vous pouvez. Donc, la commission permanente est constituée des membres suivants. Votre serviteur, Mme Christelle Hiver, première vice-présidente, deuxième vice-président Marc De Waal, troisième vice-présidente Brigitte Lhomme, quatrième vice-président Stéphane Decailleux, cinquième vice-présidente Françoise-Marie Barbare, sixième vice-président Hubert De Genlis, qui d'ailleurs a donné pouvoir à Stéphane Decailleux, cinquième vice-présidente, septième vice-présidente Isabelle Devazier, huitième vice-président Philippe Varlet, neuvième vice-présidente Virginie Caron-de-Croix, dixième vice-président Franck Beauvarlet, onzième vice-présidente Sabrina Olville-Mila et douzième vice-président Pascal Bohin. Secrétaire Margot de Lettré. Autres membres Carole Bizet, France Fougueuse, Claude Hertaud, Olivier Jardet, Jocelyne Martin, Séverine Mordac, Emmanuel Noiret, Didier Potel, François Ragnaud, Laurent Saumon, José Sueur, Marine Ducrot, Catherine Bénédis, Zora Darras, Bernard Daverne, Pascal Nenef, Francis Lec, Jean-Louis Piot, Catherine Quignon, Jean-Jacques Stotter, Nathalie Temerman, Philippe Casier, Delphine Demis-Fricourt, Blandine